Riquet à la houppe. Voilà donc un titre qui résonne un peu, qui nous rappelle notre enfance, conte de Perrault, que vous avez remis un peu au goût du jour, avec ces deux personnages que nous allons suivre. Alors il y a d'abord le petit Déodat. Déodat, il est le fils d'Énide et d'Onéra. Il naît, il est absolument monstrueux, il est très très laid, mais en revanche il est très précoce, très intelligent, puisqu'à 13 mois, il est capable de dire à sa mère « Maman, cette robe te va si bien ». Et puis de l'autre côté de la scène, là nous avons Rose et Lierre, ce sont les prénoms des parents, qui ont une petite trémière. Elle est magnifique, magnifique, très très belle, mais c'est un peu une ravissante idiote, c'est-à-dire que toute sa vie, on va la trouver complètement gourde. Ces deux enfants vont grandir, vont se rencontrer, ce sont les dernières pages du roman, dans les loges d'une émission de télévision. Pourquoi avoir eu envie de vous baser sur ce conte de Perrault pour lui donner un tel éclat moderne? Pourquoi le conte de Perrault? Bon, le conte de Perrault, je suis un peu une récidiviste, puisqu'il y avait déjà eu Barbe Bleue. Et pourquoi ce conte-là? Parce que c'est, pour moi, Riquet à la houppe, c'est La Belle et la Bête en mieux. La Belle et la Bête, c'est très bien, mais à la fin, ça se termine un petit peu par de la magie. J'estime que la Belle est flouée, puisque dès l'instant qu'elle avoue son amour à la Bête devient tout de suite un beau prince. Or, elle était tombée amoureuse de la Bête et elle se retrouve avec un beau prince. Quel intérêt? Tandis que Riquet à la houppe, c'est beaucoup mieux quand la Belle tombe amoureuse du monstre. Il reste un monstre, donc elle n'est pas flouée. Une femme qui tombe amoureuse d'un monstre a droit à son monstre. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi de garder le titre Riquet à la houppe? Écoutez, pourquoi faire semblant que c'est autre chose? Dans le cas de Barbe Bleue aussi, j'avais gardé le titre. J'ajouterais qu'on pourrait croire que c'est une façon de prêter allégeance, mais pas uniquement, c'est souvent une façon de révéler. Même pour Barbe Bleue, je suis tombée sur des jeunes qui ne connaissaient pas Barbe Bleue. Riquet à la houppe, ça se précise, de plus en plus de gens et de jeunes gens me disent « Tu veux dire Riquet à la houppe, le mec de banlieue, là ?» Donc je pense qu'il est nécessaire de faire connaître certains contes de Perrault qui malheureusement ne font plus partie du terreau commun. Vous vous souvenez que René Matignon disait que vous écriviez des contes de fées comme des contes de sorcières. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Ah, c'est un très très beau compliment. J'espère que je le mérite toujours. Allez savoir pourquoi on me prend de plus en plus pour une sorcière avec les années. J'ai l'impression qu'à chacun de vos romans, derrière la légèreté que vous mettez, il y a bien sûr toujours un message lié à la littérature, mais vous donnez aussi des petits cailloux, vous donnez des éléments pour mieux cerner, pour que votre lecteur cerne mieux votre personnalité. Est-ce vrai? Oui, enfin, je ne pense pas qu'il existe des écrivains qui procèdent d'une autre manière, mais c'est vrai que, bon, par exemple, je suis Déodat, c'est très clair, le monstre, c'est moi, mais par exemple, Déodat aime les oiseaux. J'ai enfin trouvé un moyen de parler de mon immense amour des oiseaux. Jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé le moyen d'en parler. Ici, il lui manquait quelque chose à ce monstre. Ce monstre a la passion des oiseaux. J'explique comment ça lui est venu. Ça m'est venu à peu près de la même façon. Et c'est très important dans le livre parce que c'est ça qui va le conduire à sa rencontre amoureuse. Je reste sur cette idée de vous dévoiler un petit peu, de mieux vous connaître, et je reprends quelques lignes de Jacques de Decker dans ce discours à l'Académie royale de Belgique. Il écrit « Du coup, il apparaît qu'Hygiène de l'assassin n'était pas un opus premier ordinaire, mais une manière d'annonce de l'œuvre qui suivrait. Comme dans un opéra, le compositeur révèle dès l'ouverture les registres qu'il abordera et les clés dont il se servira. » Cette image musicale semble correspondre à votre envie d'écriture. Vous avez l'impression de composer une œuvre musicale par vos romans? Comme j'aimerais que ce soit le cas. Je dirais plutôt, plus modestement, que Hygiène de l'assassin, c'était mon manifeste. Et je pense qu'en effet, dans le manifeste, je donnais une idée de l'espèce de grand rébus que j'allais faire année après année avec des petits livres qui n'ont pas forcément l'air d'être grand-chose, mais qui, peut-être vus de loin, composent ce qu'on appelle en anglais « the big picture ». Vous le dites, Amélie, Riquet à la houppe est une sorte de Belle et la Bête revisitée. Vous y parlez justement de ces différences qui nous font parfois être mal à l'aise dans notre société. Si l'on reparle de Déodat, qui effectivement n'a pas été gâté par la nature, on va dire ça comme ça, vous écrivez « Tous les bébés sont seuls et il l'était encore plus que les autres, laissé à lui-même dans ce berceau qui lui servait d'univers ». Et dans ce livre, c'est un thème récurrent, et c'est la cruauté de l'enfance dont vous parlez également. Il y a la cruauté des autres face à cet enfant qui n'est pas beau. Et puis il y a aussi la cruauté des enfants dans la cour de récréation, par exemple, puisque Déodat, tout comme d'ailleurs la petite Trémière, vont avoir du mal avec les enfants de leur âge.
Ça, c'est un thème récurrent, le problème de l'enfance. C'est un thème récurrent, peut-être parce que si j'ai une unique caractéristique vraiment personnelle, c'est celle de me rappeler avec beaucoup de précision de ma petite enfance et jusque très très loin. Donc cette cruauté, je l'examine chez les autres enfants bien sûr, mais aussi à la première personne du singulier. Je me rappelle très bien ce que c'était que d'être un bébé et d'avoir en effet des pulsions parfois extrêmement étranges. Donc je raconte ce que c'est que d'être un bébé aussi dans ce livre. Lorsque l'on suit votre parcours littéraire, on sait que dans chacun de vos livres, non seulement vous vous dévoilez par petites touches, mais vous parlez aussi du travail, de l'œuvre littéraire, du travail de l'écriture. Et là, dans les dernières pages de Riquet à la Houppe, à un moment, le roman s'arrête, l'histoire s'arrête, et Amélie Nothomb vient nous parler pour nous donner sa vision de l'écriture. Vous citez même Balzac, vous nous racontez que vous avez relu récemment la Comédie humaine, et vous nous expliquez que finalement on ne considère la littérature que grande que si elle se termine mal. Oui, en particulier dans le cas de ce qui est un peu le Pontosane de la littérature, à savoir le roman d'amour. Le roman d'amour, déjà, ça se prend avec des pincettes, c'est forcément de la littérature de bas étage, mais à la rigueur, on peut considérer que cette littérature a quelques lettres de noblesse. Si ça se termine très mal, le romancier est excusé d'avoir présenté l'amour comme sujet. Et je me suis demandé pourquoi il existait tellement peu d'exceptions à cette règle. J'ai cherché, je n'ai évidemment pas lu tout ce qu'il y avait à lire, mais il y a très peu de cas de grande littérature amoureuse qui ne se terminent pas par un désastre absolu. Et j'en parle dans le livre en disant, est-ce que ce n'est pas quand même une forme d'hypocrisie de la part des romanciers? On ne va quand même pas me faire croire que tous les romanciers ont tous eu une vie amoureuse à ce point catastrophique. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de pause là-dedans? Bien sûr, nous avons tous nos catastrophes. J'ai eu les miennes. Mais enfin, avouons qu'une fois de temps en temps, ça se passe bien. Donc là, je me suis permis cette extrême sincérité du cas où, oui, ça se passe bien et même ça se termine bien. Vous écrivez dans le discours de réception, la partie qui vous est consacrée, vous parlez de votre écriture et vous dites « Quand j'écris à mon très humble niveau, j'essaie d'être limpide, j'essaie de ne pas sombrer dans les élucubrations idéologiques ». Est-ce que cette réception à l'Académie royale de Belgique a été l'occasion pour vous de revenir sur cette vingtaine de romans que vous nous avez déjà offerts et d'analyser peut-être la façon dont vous avez construit votre œuvre littéraire? Oula, je pense que honnêtement, je n'en suis pas encore là. Vous savez, c'était très, très impressionnant pour moi d'entrer à l'Académie royale de Belgique. Je vois bien qu'aux yeux de ceux d'entre vous qui ne sont pas belges et qui sont très nombreux, devenir une immortelle belge, ça a l'air plus d'un gag qu'autre chose. Mais je vous assure que pour moi, entrer dans cette académie, c'était très impressionnant. Ça l'est toujours. Ça doit être la raison pour laquelle je n'y vais finalement jamais, parce que j'ai beaucoup trop peur de dire des bêtises. Mais là, je devais y être. C'était le discours inaugural. Et en plus, j'entrais à l'académie au fauteuil de Simon Leys, qui est l'un des écrivains que j'admire le plus au monde. Donc, j'avais deux raisons d'être ridicule. Donc, j'ai fait de mon mieux et finalement, ça a été quelque chose d'assez énorme. Ça s'est très bien passé. Et je le disais, Amélie, ce petit opus, il faut absolument le lire parce que bien sûr, il y a le côté formel et impressionnant de l'institution qui est l'Académie royale de Belgique, mais que ce soit vous ou la réponse que vous faites à Jacques de Decker, vous mettez aussi beaucoup de fantaisie, d'humour, de légèreté. Ça vous a fait quelle impression lorsque, sous les ors de l'Académie royale, Jacques de Decker vous a comparé à Fifi Brindacier? J'ai adoré. J'ai adoré. Je me suis sentie... je ne vais pas dire comprise, mais je me suis sentie honorée. C'est un très, très grand compliment. Franchement, le discours de Jacques de Decker, c'est une splendeur. Je n'en reviens toujours pas déjà de la beauté de ce texte, mais en plus de la beauté des choses qu'il a dites. Ça n'allait pas du tout de soi. Je craignais un petit peu une humiliation. Vous savez, les Belges ont toujours l'air d'être très gentils. Ils sont capables d'être très méchants. Et je me suis dit que je risquais gros ce jour-là. Je risquais une vraie humiliation publique. Ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Donc, quand j'ai une petite crise de désespoir, je relis le discours d'entrée de Jacques de Decker et je me dis, ah, quand même, ce moment-là a existé. Et Trémière et Déodat sont donc deux personnages, deux enfants et deux adolescents et ensuite deux adultes complètement différents qui sont un petit peu en marge. Ce que vous nous dites aussi dans Riquet à la Houppe, c'est que la beauté est très subjective et vous parlez beaucoup de la beauté dans ce livre. Pourquoi cette fascination sur ce mot de la beauté? Je suis née au cœur de la fascination pour la beauté. Sans doute parce que ça se passait au Japon, qui est quand même un pays qui a porté plus haut que tous les autres
le culte de la beauté. Et je suis née avec la beauté partout autour de moi et en ayant profondément la sensation que je n'en faisais pas partie. Ça a été, à la fois, c'est pas grave du tout, et à la fois, ça a été comme une inexplicable frustration. Et j'imagine que pour moi, l'unique manière d'entrer un tout petit peu dans la beauté, ça a été d'écrire ces petits livres que j'écris. La dernière phrase de votre discours, je ne suis sûrement pas la seule à aimer la beauté. Et vous dites aussi une phrase qui résonne étrangement aujourd'hui, vous dites que vous écrivez aussi pour défendre les minorités. Cette ultime minorité qui est justement celle qui aime la beauté, minorité que je crois en voie de disparition parce qu'il y a un énorme malentendu au sujet de la beauté. Je pense que la vraie beauté n'est pas aimée. Il y a beaucoup de poudre aux yeux avec tout un système, un marketing de la fausse beauté qui donne à croire que la beauté est aimée, mais ce n'est pas vrai. Ce qui est vraiment beau, comme ce qui est vraiment laid, suscite la répulsion, la haine. Et si vous regardez la vie des très 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 belles personnes, ce sont toujours des tragédies. Donc j'essaie aussi de faire aimer la beauté, la vraie beauté bien sûr.